Bonjour. Aujourd'hui, je vais te lire l'histoire de Cindy, qui a souhaité que je partage son récit ainsi. Donc, il s'agit de deux césariennes et puis d'une voix basse. Accueillir la lumière. Tout d'abord, je souhaite préciser, avant que tu commences cette lecture, que les choix et décisions que j'ai pris lors de mon parcours sont propres à moi, mon caractère, mon histoire de vie. En aucun cas, ils ne sont un exemple à suivre. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. Pour poser le contexte, je vais d'abord te raconter les naissances de mes deux premiers fils, avec leurs circonstances. Le 4 avril 2015, mon premier fils, Thiago, est né à 40 SA plus 2 par césarienne en urgence code vert, à Mont-de-Marsan. Les raisons sur mon dossier médical: stagnation du col à 5 pendant 5 heures et disproportion fœto-pelvienne. Durant la grossesse, j'étais la femme la plus heureuse au monde. Tout se passait très bien. Il y a juste sur la fin où une peur a surgi, celle d'accoucher seule chez moi. Il faut savoir que j'habitais à la campagne, à une demi-heure de la maternité, et que je ne connaissais pas mes voisins, que je n'avais ni famille ni amis dans la région, et que j'avais comme idée que le seul endroit pour accoucher, c'était la maternité. J'avais peur de ne pas reconnaître les contractions, de ne pas ressentir que ça y est, c'est le moment. Ceci fait écho à ma propre naissance, où ma mère est arrivée à la maternité pour un examen de contrôle à date du terme, et que 45 minutes plus tard, je suis née seule, sans qu'elle ne pousse. Le travail de latence avait commencé. Je suis allée à la maternité, où j'ai été très mal accueillie, et commencé à subir des violences obstétricales et verbales, en leur disant que je n'avais pas de contraction. Au monitoring, oui, donc ça renforçait ce sentiment de ne pas savoir. Et ils ont décidé que j'accoucherais le soir même. À partir de là, la cascade d'intervention a commencé. Morphine, péridurale, percer la poche des os, syntocinon, et donc, position allongée. Stagnation du col, et donc inévitablement, césarienne. Pendant tout ce temps, mon bébé n'a eu aucune anomalie du cœur, et moi pas de fièvre ou autre. Nous allions très bien. Au bloc, j'étais partie de mon corps. Je n'ai pas accouché. Longtemps après, j'ai eu ce sentiment qu'on a pris un bébé dans un placard, à côté, et qu'on me l'a donné en me disant que c'était le mien. Ensuite, j'ai pu le voir un peu et l'avoir un peu contre moi, mais je ne le reconnaissais pas comme mon bébé. En salle de réveil, nous avons été séparés au moins 2h30. C'est son papa qui faisait le pot à pot avec lui. Au retour en chambre, j'ai pris ce bébé en pot à pot. J'ai voulu le faire téter au sein et c'était le début de mon échec pour l'allaitement. Mais ça, c'est une autre histoire. Le 4 avril 2015 a été le début de ma dépression postpartum qui a duré 5 ans. Dès le lendemain, j'ai dit à mon mari qu'on n'aurait plus d'enfants, que je ne voulais pas revivre ça. 5 ans où je n'arrivais pas à ressentir de l'amour pour mon fils. 5 ans où je culpabilisais. 5 ans où je m'étais perdue et que personne, excepté mon mari, ne voyait ou ne voulait voir cette situation. Et puis, une opportunité professionnelle s'est présentée à mon mari avec une mutation à Toulouse. C'est en déménageant de ville et de région que le désir de bébé 2 est apparu 3 ans après la naissance de Thiago. Je tombe enceinte en janvier 2019, dans une ville où je ne me sens pas chez moi, à un contexte professionnel stressant. Je décide de faire mon suivi de grossesse à la clinique Ambroise Paré et je tombe sur un gynéco-obstétricien très à l'écoute et avec une ouverture d'esprit. Dès le premier rendez-vous, je lui demande si je pourrais accoucher par voie basse. Question qui l'a étonné, mais l'a interpellé sur l'importance pour moi de ce désir. Il me demande la raison de la césarienne précédente, qui pour lui n'avait pas raison d'être, et m'encourage à ne pas prendre la péridurale, à rencontrer la sage-femme cadre du service des naissances, qui prendra 2 heures de son temps pour connaître mon histoire et me faire visiter la salle nature. Oui, j'ai le droit à la salle nature pour un AVAC. En postpartum à Mont-de-Marsan, la gynéco me disait que j'aurais forcément d'autres césariennes car mon bassin était étroit. Les rendez-vous de suivi se passent bien. Bébé 2 va très bien. On choisit de découvrir le sexe de bébé à sa naissance. Et tournant dans notre vie qui n'était pas prévue, nouvelle mutation professionnelle de mon mari, mais cette fois, on ne sait pas où, ni quand. Donc, à 7 mois et demi de grossesse, je déménage avec mon grand dans la ville où j'ai grandi, près de mes parents, Tours. Mon mari s'arrange pour prendre des congés 2 semaines avant la date du terme, car il est toujours à Toulouse. Arrivé à Tours, je choisis la maternité de Bretonneau. Dès le premier rendez-vous, on ne fait que me parler de rupture utérine, des risques, qu'il faudra la péridurale pour au cas où, qu'il faut l'accord d'un gynéco pour la voix basse. Comment ça, il faut l'accord? L'accord, je l'ai depuis le début de la grossesse. Il faut faire des échos supplémentaires, des prises de sang supplémentaires. Je rentre dans un tourbillon de stress. Bébé est encore très haut. Je fais de l'acupuncture, je marche, je vais à la piscine.
Et puis le 5 octobre, vers 9 heures, je commence à avoir des contractions. Je prends un bain, on va marcher. Vers midi, ça s'intensifie. On est chez ma mère car on a eu une coupure d'électricité. Elle ne veut pas que je m'asseye sur son canapé de peur que je perde les os. Elle me voit avoir mal et pense que bébé va bientôt arriver. Je sens son stress. Et donc à 14 heures, mon mari et moi, on arrive à la maternité. Je gère plutôt bien lors du monitoring de contrôle. Je suis assise, j'ai refusé catégoriquement d'être allongée. Mon mari a mis la musique relaxante. Monito, impeccable. On me propose d'aller dans la baignoire. Je n'en ressens pas le besoin, mais je dis oui, de peur qu'elle ne soit pas disponible après. Bon, ça n'est pas hyper confortable, mais je réussis à m'allonger sur le dos, toujours à écouter la musique et avec mon mari, on parle. Au bout d'un moment, peut-être 1 heure, je ne sais pas, je sens que j'ai envie d'en sortir. La sage-femme arrive au même moment et me demande de sortir pour m'examiner le col. On part dans une petite chambre. Elle m'examine et mon col est ouvert à 2. Bébé est très haut. Il n'appuie pas sur le col. Je suis déçue de n'être qu'à 2, surtout que les contractions s'intensifient. On me propose le ballon. Je m'assois dessus, mais je suis hyper inconfortable. Je fais des allers-retours aux toilettes et à la douche. Il y a des barres auxquelles je m'accroche pendant les contractions. Je ne fais que sonner car je stresse. Je ne sais pas comment gérer. Mon mari ne sait pas comment m'aider. Je vois qu'elle se sent impuissant, tout autant que moi. À un moment, une dame arrive et m'engueule parce que je suis nue et que je devrais porter la blouse. J'obéis, mais 5 minutes plus tard, je ne l'ai déjà plus, car il n'y a que sous l'eau chaude que j'arrive le mieux à passer les contractions. Personne n'est là pour m'aider à me détendre, pour me rassurer. Nous sommes là, mon mari, mon bébé et moi, tous ensemble, perdus, démunis face à ce stress qui a pris le dessus. Je demande la péridurale. Mon mari n'est pas d'accord. Je lui dis que j'en peux plus, que je n'arriverai pas jusqu'à 10 comme ça, que je ne le prends pas comme un échec. La sage-femme me dit qu'il faut être un minimum à 3 et que je suis qu'à 2. Elle revient 40 minutes plus tard et me réexamine. Je suis à 3. Sauf que l'anesthésiste est occupée sur une césarienne, donc il faut que j'attende. Elle m'emmène en salle de naissance et j'attends. Sans que je m'en rende compte, mes contractions se sont atténuées. Elles attendent elles aussi. Et donc péridurale le soir. Du Syntocinon dans la nuit que bébé ne supporte pas, donc ils arrêtent. Mais je ne sais pas qu'on m'en met. Je le saurai plus tard en lisant mon dossier, que j'ai demandé, comme beaucoup d'infos décrites dans ce récit. Nous arrivons au matin, changement d'équipe. Sans que je le sache encore une fois, on me remet du Syntocinon, le cœur du bébé qui décélère. On m'annonce une césarienne que je refuse, mais on n'écoute pas. Et je me résous car on me fait culpabiliser que c'est pour le bien de mon bébé. Et de toute façon, je suis un utérus cicatriciel, donc je n'ai pas le choix. On part au bloc, au bout de je ne sais pas combien de temps. En attendant, je pose 1 milliard de questions tellement je suis stressée. Mon col est ouvert à 8 à la contraction. J'ai été plus loin que la dernière fois. Au dernier moment, on me dit qu'on peut baisser le champ pour que je voie, mais n'étant pas préparée à ça et avec la peur de ce que je pourrais y voir, je refuse. On me demande de pousser pour sortir mon bébé, ce que je fais avec plaisir car je me sens actrice. De pousser et bébé est né à 40 SA plus 1. On me l'emmène contre mon visage. Je le vois et tombe en amour de lui. Je le sens, je l'embrasse. On attendra un peu avant de connaître son sexe et découvrir que c'est un petit garçon, que nous appellerons Mathéo. Peau à peau et tété d'accueil en salle de réveil. Et pour l'histoire de l'allaitement, que je ne raconterai pas en détail, bébé a tété au sein durant 3 semaines. Les crevasses et la fatigue ont eu raison de cet allaitement. Suite à cela, j'ai ce sentiment d'avoir raté quelque chose, de ne pas avoir accouché, encore une fois. Pourquoi mon corps n'est pas capable? Pourquoi mon col s'ouvre si lentement? J'ai tellement envie d'avoir un autre bébé pour vivre un accouchement voix basse. De toute façon, avec mon mari, quand on a eu bébé 2 dans les bras, on savait que notre famille s'agrandirait encore. Lorsque je vois la sage-femme pour la rééducation du périnée, je suis en pleurs à chaque fois car je lui parle de mon envie d'accouchement voix basse et elle est catégorique que pour un 3e, ce sera une césarienne programmée à 39 semaines d'aménorrhée. Elle me donne les coordonnées de la psychologue de la maternité, que je ne verrai qu'une seule fois, car elle essayait de me faire voir les choses autrement et d'occulter mes émotions. La sage-femme me donne aussi les coordonnées d'une ostéopathe, Valérie. Et là, c'est le début d'un cheminement. Je lui raconte mon histoire et comme j'ai confiance en elle tout de suite, je lui parle de mon besoin d'accoucher par voix basse. Elle prend soin d'accueillir mes émotions. On commence un travail avec la cicatrice, les mémoires cellulaires. Elle me dirige en complémentarité vers une praticienne en hypnose, Nathanaël, qui comprend tout de suite mes traumatismes et me prend sous son aile comme une maman protectrice. Plusieurs séances sont nécessaires, mais à chaque fois, je me libère un peu plus. Elle pratique aussi les soins énergétiques. Après avoir décortiqué les naissances de mes fils et être renseignée sur la physiologie de la naissance ainsi que sur les conséquences des interventions,
J'ai compris que mon corps n'était pas incapable. Un jour, j'ai écrit ce texte. C'est mon histoire et c'est comme ça. J'ai été brisée, j'ai été coupée, j'ai été traumatisée. Le 4 avril 2015, je me suis abandonnée entre leurs mains, je me suis trahie, je me suis abandonnée. Je suis partie mourir. Je n'étais pas là pour t'accueillir, mon fils. J'étais sous le choc, j'étais perdue. Et je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à t'enfanter. Je n'ai pas réussi à renaître femme. Je n'ai pas réussi à naître mère. Chaque jour qui se sont écoulés, j'étais absente. J'étais morte, car aucune force pour revivre. Ils m'ont droguée, puis ils ont décidé, puis ils m'ont coupé. Puis t'ont arraché de mon ventre et t'ont séparé de moi. Et les jours ont passé, et c'était difficile. Si difficile pour nous deux. Pour papa aussi. Il nous a apporté tellement d'amour. Merci, papa, pour nous avoir aidés à avancer. Merci, papa, d'avoir apaisé nos cœurs et séché nos larmes. On m'a proposé d'emprunter le chemin de la guérison. J'ai marché dessus. À petits pas au début. J'ai rencontré mes bonnes fées. Elles m'ont aidé à accélérer le pas. Merci, mes sœurs, de m'avoir tendu la main. Merci, mes sœurs, pour m'apporter de la lumière, pour me ramener à la vie. Gratitude à la sororité. Je continue sur ce chemin, dans ce but de guérison. Aujourd'hui, 5 ans, presque 5 ans et demi après ce traumatisme, je réalise que je ne parviendrai jamais à la guérison. Par contre, je gagne beaucoup plus. Je grandis. J'ai grandi. J'ai appris. Maintenant, je me respecte et je n'autorise plus personne à ne pas me respecter. Je me fais confiance. Je lâche prise et je fais confiance à l'univers. J'ai encore du travail à faire, je le sais. Je suis portée d'une mission qui s'ouvre à moi. Bientôt, même si j'ai déjà commencé, je porterai cette mission. Femme, mère, vous avez un pouvoir, votre pouvoir. Gardez-le précieusement. Laissez-le se révéler à vous. Empêchez quiconque de vous le voler sous prétexte que cette personne a besoin de pouvoir. Pour cela, informez-vous par vous-même. Aujourd'hui, je décide de marcher sur mon chemin, celui qui me fait grandir, parce que c'est mon histoire, et c'est comme ça. Quand Mathéo a 9 mois, avec mon mari, on aimerait tellement concevoir notre bébé 3. Mais on se souvient du précieux conseil de Valérie d'attendre que la cicatrice ait 2 ans. Durant ces 2 ans, j'entame également un travail en psychogénéalogie, où je comprends dans ma ligne maternelle ce problème de faire naître les garçons. Chaque femme a sa façon. Fausse couche. Sûrement décès en couche pour au moins l'une des femmes, où on ne trouve pas d'infos. Césarienne pour moi, etc. Je fais quelques séances de shiatsu également. Je prends rendez-vous avec plusieurs sages-femmes pour trouver celle qui me suivra dans mon projet. Aucune n'accepte. Alors tant pis, j'arrête de chercher. Je suis sûre qu'un jour, quelque part dans le monde, au moins une femme a déjà accouché par voie basse après 2 césariennes. Alors je cherche. Un groupe sur Facebook. Je trouve celui qui se nomme AVAC, AV-AC, et quelle surprise de lire tant de récits de femmes qui l'ont fait. Je tombe même sur le témoignage d'une femme, Perrine, qui a donné naissance par voie basse après 3 césariennes, et en plus, elle est de ma région. Je la contacte et lui demande si on peut se rencontrer. Waouh, quelle femme merveilleuse. Elle m'impressionne et me donne tant d'espoir. C'est la femme qui change tellement de choses dans ma vie. Nous regardons le film documentaire de Nina Nar, Faut pas pousser. Mon mari se rend compte de ce que l'on a vécu et que ce n'est pas normal. Pour lui, il faudra contacter la seule sage-femme de la région pour un accouchement à domicile. Nous sommes d'accord que l'on va se préparer à un accouchement à domicile. Pour lui, avec sage-femme, c'est plus sécurisant, mais si elle refuse, on fera sans. Dans tous mes rêves, il y a toujours une femme à mes côtés lorsque je donne naissance à mon bébé. Et puis ça y est, ma cicatrice a 2 ans. Je suis prête. On est prêt pour se lancer dans ce voyage que l'on sait déjà tumultueux. Les premiers mois, rien. Puis avec mon mari, on profite d'une soirée qu'à 2 pour allumer une bougie et faire un rituel pour poser nos intentions à cette âme qui nous rejoindra. Début avril 2022, je participe aux journées de la Paramanadula avec Michel Audin et Liliana Lamers. J'en ressors pleine d'ocytocine, d'infos sur la physiologie et comprends à quel point le respect de la physiologie est primordial lors d'un enfantement. En avril 2022, je sens mon ovulation et je sens que cette fois, ça y est. Mais trop tôt pour faire un test de grossesse. Fin avril 2022, je me rends aux journées de l'Association des professionnels de l'accouchement accompagné à domicile. Shoot d'ocytocine durant 3 jours. Des rencontres, des infos, des spectacles, des cercles. Je sens au fond de moi que bébé est dans mon utérus. Mais je garde ce secret pour moi. À la maison, mon mari Cédric me raconte qu'une photo de Thiago à la maternité posée sur un cadre tombe et qu'il y a vu comme signe que j'étais enceinte. Cette photo n'est jamais tombée et c'était tellement improbable qu'elle tombe. Le lendemain que je rentre,
Cédric part en déplacement pour son travail. Le 10 mai, je fais un test de grossesse qui se révèle positif, mais je garde ce secret pour moi. Je veux que ce soit Cédric qui soit au courant en premier, mais je suis sûre que Thiago et Mathéo le savent déjà. Mathéo me caresse le ventre et me dit que j'ai un bébé dans le ventre. Pour me faire patienter, je décide d'écrire notre histoire d'amour et terminer par l'annonce de la grossesse. Quelle immense joie pour notre famille lorsqu'il apprend la grossesse. Ça y est, notre voyage a commencé et on va se laisser bercer par les vagues et traverser les tempêtes ensemble, nous rendant toujours plus forts. Aux journées AAD, j'ai rencontré Marie pour qui j'ai eu un coup de cœur. Je savais que je la choisirais comme doula. Ou alors, est-ce bébé qui l'a choisie? Elle est naturopathe aussi et nous avons fait une séance pour m'améliorer dans mon hygiène de vie. Nous l'embarquons avec nous dans notre voyage, dans notre secret. J'informe Perry aussi que ça y est, je suis enceinte. Elle aussi est complice de notre projet. Dès le début, il était clair que je ne m'inscrirais pas en maternité. Cette tempête-là, je ne la connaissais que trop bien et ce n'était pas le moment pour moi de se battre contre un système ou défendre notre projet. Connaissant ma vulnérabilité durant cette période, je savais que c'était perdu d'avance. Je contacte assez rapidement la sage-femme AAD, Isabelle, qui accepte un premier rendez-vous. Je lui raconte mon histoire. Elle est touchée. Elle va lire mes 2 dossiers médicaux que j'avais demandés il y a déjà un an. Au deuxième rendez-vous, Cédric est avec moi et elle nous apprend que j'ai fait une pré-rupture utérine lors de ma 2e césarienne et me chuchote l'idée que c'est peut-être arrivé lorsque j'ai poussé pour sortir Mathéo. Elle ne fera pas le chemin avec nous. Se pose pour nous la question de l'avortement. Je ne peux pas me résoudre à une césarienne programmée, mais je ne peux pas non plus me mettre en danger. Le lendemain, nous avons rendez-vous pour l'échographie et nous avons prévu d'emmener Thiago pour lui faire la surprise de voir le bébé. Ce moment est tellement bizarre pour moi. On voit ce bébé qui bouge tellement. Il fait une pirouette sous nos yeux, comme pour nous dire « Je suis vivant, bien vivant, et je veux vivre ». À partir de ce moment-là, c'est clair pour papa que l'avortement n'est plus une option, mais il respectera si c'est mon choix. Pour moi, c'est tellement plus compliqué. Je me laisse du temps. Et je me renseigne sur ce terme, trait de refend vertical de 7 cm. D'après la sage-femme, ça veut dire pré-rupture utérine. Mais déjà, je me dis, ce n'est pas la cicatrice de césarienne qui a lâché. Je ne trouve pas beaucoup d'infos avec ce terme. Est-ce parce qu'il ne fallait pas que j'en trouve? Je me confie à Perrine sur ce sujet. Ces mots m'apaisent. Nous nous voyons et elle nous dit que ce n'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça recommencera. Je ne serai pas dans les mêmes conditions. Le contexte dans lequel j'ai eu cette pré-rupture utérine, stress, péridurale, syntocinon, est poussé sur un utérus ouvert. Ah oui, parce que quand je refais le film de la naissance de Mathéo, ça ne peut être arrivé que quand j'ai poussé pour le sortir. Il n'y a eu aucun signe de pré-rupture utérine tout au long. Il n'y a que quand la gynéco m'a dit « Stop, stop !» lorsque j'ai poussé, qui pourrait faire penser que c'est arrivé à ce moment-là. Je sens ce petit être en moi qui m'envoie plein d'amour. Il est évident que je ne peux que le garder. Je l'aime déjà. Nous décidons d'accueillir notre bébé dans l'amour et la sécurité, à la maison. Lors de l'échographie, la sage-femme m'a donné un papier pour la déclaration de grossesse, car elle ne faisait pas avec la carte vitale, directement. Selon sa machine, le début de grossesse était le 24 avril. Sauf que moi, je savais que c'était impossible à cette date, je savais que c'était le 26 avril, alors j'ai décidé de changer la date sur ce papier et de reprendre mon pouvoir. J'ai tardé jusqu'au dernier moment à faire le test de la trisomie 21. J'étais prête à ne pas le faire, car je savais que bébé allait très bien, mais Cédric a insisté, alors je l'ai fait pour le rassurer. Cédric et moi sommes une équipe. Il était important pour nous de faire les 3 échographies, et donc j'ai contacté Lucie, qui est sage-femme libérale. Marie m'a accompagnée pour le premier rendez-vous. Je ne voulais pas être seule. Je ne savais pas quel serait son discours. Au final, bonne surprise, c'est elle qui me parle de l'AVA2C, accouchement vaginal après 2 césariennes. Les rendez-vous suivants étaient moins joyeux. Je sentais une pression de sa part quant au fait qu'il fallait que je prenne rendez-vous à la maternité de Bretonneau pour avoir le raccord de voix basse. Quant au fait qu'elle voulait me programmer les 7 rendez-vous de préparation à la naissance. J'avais des contractions les jours avant les rendez-vous avec elle et les jours qui suivaient. Alors je me suis dit, stop, faut arrêter tout ça. Bébé m'envoyait des signes à travers mon corps. J'ai senti que je ne pouvais pas parler du projet d'enfantement libre avec Lucie, alors j'ai décidé avec Cédric que j'arrêtais le suivi médical. Il m'a même rassurée en me disant que je suis capable de savoir que tout va bien pour toi et que si je sens que quelque chose ne va pas, je pouvais toujours la rappeler pour un rendez-vous. Il avait énormément confiance en mes capacités. Il m'a énormément portée, comme un pilier sur lequel je pouvais me reposer. Il y avait aussi Mélanie, en réflexologie,
qui m'a accompagnée pour soulager les maux de grossesse et m'encourager dans notre projet de naissance à la maison. Ses mots et sa présence tout au long de la grossesse étaient précieux pour moi. Et je pense pour bébé aussi, car à chaque fois qu'il entendait sa voix, il se manifestait en bougeant. C'est avec N que j'ai choisi de vivre des moments hors du temps lors de massages prénataux. Et bébé en a bien profité aussi en se collant contre mon utérus pour recevoir également des massages. Ma belle-sœur Jessie et ma maman ont aussi été d'un soutien sans faille tout au long de la grossesse. À mon écoute, à l'écoute de mes peurs, de mes inquiétudes, de mes questionnements. Un jour, bébé m'a transmis l'idée de m'honorer et de rassembler ces femmes qui étaient présentes pour nous afin de célébrer ce passage que nous allions vivre ensemble. Et donc, le 22 décembre a eu lieu un moment magique de célébration. Un projet m'animait. Celui de créer, avec mes sœurs doula, un collectif. Et c'est lors de ma première présence que j'ai appris que Laura assistait aux enfantements libres. Laura, je l'avais rencontrée à la 3e journée AAD, et son énergie qui brillait m'attirait, sans savoir pourquoi. J'en avais parlé à Marie de la contacter, et qui a tout de suite trouvé que c'était une bonne idée. Sauf qu'à ce moment, j'étais très occupée par le centre. Puis, lors de ma 2e présence à la réunion des doulas, Karen, doula qui travaille avec Isabelle, me parle d'Isabelle, ce qui m'a déstabilisée. Mais très vite, je savais que sa proposition ne me convenait pas. J'en ai parlé à ton papa, pour qui ça ne convenait pas non plus. Ce n'était pas aligné avec ce que nous voulions vivre. Donc, quand les projets au centre se sont calmés, je me suis laissé le temps de la réflexion, de contacter Laura ou non. Puis, quand j'ai su que c'est ce qu'il fallait que je fasse, j'en ai reparlé à Marie. Et encore une fois, j'ai rêvé de ta naissance où une femme se tenait à mes côtés. Le lendemain, je suis tombée sur le site internet de Laura et c'était clair que c'était un signe. Lorsqu'à la 2e réunion des doulas, Laura m'a parlé de ton placenta et qu'elle m'a dit « J'aimerais trop voir ton placenta ». Tu m'as soufflé qu'elle le verrait, mais qu'il fallait garder cela secret entre nous pour le moment. J'ai été honorée d'entrer dans le cocon de Laura pour la 3e réunion en sa présence et que mes sœurs doulas nous ont porté d'amour et de belles intentions. J'avais tellement envie de prendre Laura dans mes bras et qu'elle se connecte à toi, mais je n'ai pas osé. Maintenant, je vais vous raconter l'enfantement de mon 3e enfant, qui a été pour moi une renaissance. Cela fait déjà plusieurs jours que je m'activais à la maison pour ranger et nettoyer. Un besoin plus fort que moi qui me procurait tant de plaisir à en voir le résultat. Lors du réveillon pour le 1er de l'an, nous avons bien mangé, nous avons dansé, nous avons ri et fini par regarder un dessin animé pour patienter. Jusqu'à minuit, et se souhaiter une bonne année. Les grands reprennent l'école le mardi, ce qui me permet de me reposer un peu. Le vendredi 6 janvier 2023, j'ai mon dernier rendez-vous en hypnose avec Nathanaël. Le midi, Laura vient manger avec moi et nous avons prévu que l'après-midi, elle me masse afin de créer un premier contact physique et que l'on soit à l'aise toutes les deux le jour J. Lors du massage, je crois ressentir quelques petites contractions. J'ai vraiment profité de ce moment entre elle, moi et bébé. Lorsque vient le moment de partir pour elle, je lui fais part. Je crois que j'ai des petites contractions, mais je n'en suis pas sûre. Elle me répond. C'est normal, tu as eu de l'ocytocine. Et on se dit à bientôt, ne pensant pas se revoir vite. Quelle belle journée d'ocytocine ce jour-là. Dans la nuit, à minuit 11, c'est la pleine lune. À 3h15, je me réveille en sursaut avec une violente contraction. S'enchaîne une deuxième à 3h17, puis une troisième à 3h18 ou 3h19. Au début, je ne comprends pas que ce sont des contractions. Je me mets à 4 pattes dans le lit et je vocalise. Je ne voulais pas réveiller Cédric, mais trop tard. Il est réveillé et il est en alerte. Il comprend que ça y est, c'est parti. Et du coup, je comprends moi aussi que ça y est, c'est le moment. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si intense d'un coup. Je pensais que ça monterait crescendo, mais j'ai l'impression que quand je dormais, j'ai eu des contractions, mais qu'elles ne m'ont pas réveillée. J'allume la petite guirlande lumineuse, pour ne pas être dans le noir total, mais pour ne pas non plus qu'il y ait trop de lumière. Je commence mes allers-retours aux toilettes. Je dis à Cédric d'appeler ma mère pour qu'elle vienne chercher les enfants. Ils dorment, mais je préfère qu'on n'ait pas à les gérer après. Lorsque mon plus grand se réveille, il veut prendre son petit déjeuner et mon deuxième demande tout de suite si le bébé est né. C'est mon père qui vient les chercher. Je leur fais un bisou entre 2 contractions avant qu'ils ne partent. Je retourne à mes allers-retours aux toilettes. Je choisis ma chambre pour traverser les vagues. C'est là que je me sens bien. Cédric a mis le chauffage. J'ai froid, j'ai chaud. Je mets mon gilet. Je le réenlève. Il met également la musique que j'ai choisie, celle que N mettait lors des massages pendant la grossesse. J'adore cette musique qui berce mon âme et mon corps. Je lui dis « Ce n'est pas comme dans mon récit de naissance idéal ». J'avais écrit mon récit de naissance idéal pour m'aider à visualiser mon enfantement et le partager à Laura afin qu'elle puisse se projeter sur mes envies et mes besoins.
Rapidement, je dis à Cédric. C'est intense, plus fort que pour Mathéo. Dis à Laura que j'ai des douleurs de règles, mais en plus fort. Très vite, je m'assois sur mon ballon. C'est comme ça que je réussis à traverser les vagues. Elles sont d'intensité différente, de fréquences différentes. Des petites pauses, entre, puis des plus longues. Ce sera comme ça tout le long de l'enfantement. Le temps de débrancher le néocortex tranquillement, j'ai du mal à me laisser embarquer. Je dis à Cédric que j'ai besoin que Laura vienne. Je tremble après chaque contraction. Cédric s'inquiète. Alors on fait part à Laura, qui lui explique que c'est en lien avec les césariennes précédentes. Le corps se rappelle. Il me dit juste « Laura dit que c'est normal, c'est parce que tu as eu des césariennes. » Le « c'est normal » me rassure. Je me détends, et au fur et à mesure, je tremble moins, jusqu'à ne plus trembler du tout, sans m'en rendre compte. Je dis à Cédric de dire à Laura de venir. J'ai besoin qu'elle soit près de moi et qu'elle arrive avant que je sois complètement embarquée. Je ne veux pas prendre le risque que son arrivée me sorte de ma bulle. Je sais qu'il faut compter 1 heure avant qu'elle arrive, donc je préfère qu'elle se mette en route dès maintenant. Je dis à Cédric, ça va aller vite. Je le sens. Je me sens déjà avoir un pied dans mon embarquement. Il y a certains moments où je suis partie très loin et dont je n'ai aucun souvenir. J'en suis heureuse car c'est un très bon signe. Je sens Cédric près de moi. Il n'est pas oppressant. Lorsqu'il s'éclipse pour ouvrir à Laura, son absence n'est que physique et ne me dérange pas. Il revient vite. Je sens Laura qui s'approche et s'arrête près de la porte. Je relève la tête et lui fais signe de la main pour rentrer dans mon espace. Je suis soulagée qu'elle soit enfin là, près de moi. Maintenant tout est réuni, tout est parfait. Je vais pouvoir me laisser emporter dans mon voyage. J'ai quelques moments encore où je perds pied. Je me dis, je traverse la vague. J'accueille. Tout va bien. Ça y est, je le vis. J'ai encore besoin de me vider à la selle, mais je ne peux plus sortir de la chambre, il fait trop froid. J'aurais préféré finir de me vider avant que Laura n'arrive, et puis maintenant que j'y suis, ça ne me dérange plus. Je vomis aussi après quelques contractions. Cédric me tend un seau. Laura me dit que c'est bon signe, ce sont mes sphincters qui s'ouvrent. Je suis heureuse et apaisée que mon corps sache faire. Je peux lui faire confiance, et je lui fais confiance. Je pense à bien respirer lors des pauses, à être le plus calme et détendu possible pour oxygéner mon bébé. En plus, je sens que les contractions suivantes sont plus faciles à vivre. On forme une belle équipe tous les deux. À un moment, je suis à 4 pattes avec le haut du corps sur le ballon et les bras complètement relâchés. Je traverse 3 contractions assez intenses sans bouger d'1 millimètre. Je ne laisse rien paraître et je suis fière de moi. Je sais que ces contractions ont bien ouvert mon col. Bon, la 4e, je me mets vite debout. Celle-là, il faut du mouvement et de la verticalité pour la traverser. Tout ce voyage, c'est comme une danse dont je ne connais pas la chorégraphie, mais je me laisse me guider par mon partenaire qui est mon bébé. Là, ça y est, je suis plongée dans un autre monde. Je ne saurais vous raconter. Je sais que la présence de Laura et Cédric est primordiale pour moi. Ils savent être dans mon espace sacré sans être oppressants. Ils sont à mon écoute, à l'écoute du langage de mon corps. J'ai souvent les yeux fermés depuis le début, mais mes sens sont en éveil, comme si je voyais tout autour de moi. À aucun moment je ne me suis sentie observée, même lorsque je cherchais le regard de Laura. Sa douceur, par sa présence, ses regards, ses touchés par des massages en bas de mon dos, ou juste me prendre dans ses bras m'ont fait tellement de bien. Tout cela m'était nécessaire. À un moment, la musique s'est éteinte toute seule. Cédric voulait la remettre, mais finalement ce calme était doux. Et puis, je sens que les choses changent, comme un accéléré. Je m'étire en m'accrochant au cou de Cédric, et en me mettant sur la pointe des pieds. Cela sur quelques contractions. Et d'un coup, j'ai besoin de pousser, et je ne peux pas m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Debout, je pousse. Mais j'ai peur que mon bébé tombe par terre. C'est la seule peur que j'aurais eue tout le long de mon enfantement. Je me repositionne accroupi, le genou gauche par terre, et je pousse. Des pauses entre les poussées. Je ne sens plus les contractions, mais seulement les besoins de pousser. Je vais pousser longtemps. Je trouve que c'est très long. Je ne pensais pas devoir pousser aussi longtemps. Je n'ai pas la notion du temps, ni d'horloge pour chronométrer, mais je trouve que c'est long. J'en fais part à Laura en lui demandant si je ne pousse pas bien, comment je dois faire. Elle me dit que c'est parfait ce que je fais, alors je continue. Je ne sais plus quand, mais je sais qu'à un moment j'ai fissuré la première couche de la poche des os. Quand je pousse, je sens que ça coule. Je continue de pousser, je sens comme une boule arriver, et je pense que c'est la tête de mon bébé à ce moment-là. Jusqu'à ce que, plaf, ça explose sur Cédric. Laura n'a pas vu, elle était au salon à ce moment-là. Donc je continue les pousser, je ne me questionne plus sur le fait que ce soit long, car c'était long pour la poche des os. Puis, je ne sens pas mon bébé descendre. Laura me dit qu'elle voit mon sacrum se bomber. Elle appuie dessus avec ses mains, puis une balle. Ça me fait tellement de bien. Malgré plusieurs poussées, je ne le sens pas descendre. Je commence à avoir l'idée qu'il y a quelque chose qui bloque. Et il faut partir à la maternité, mais je ne veux pas entendre cette idée. Laura me propose de faire pipi, car j'ai bu de l'eau et ça fait longtemps que je n'ai pas uriné, mais je n'y arrive pas. Elle pensait à ma vessie pleine qui pouvait bloquer.
Laura me propose de manger un peu de miel pour avoir des forces. J'en mange sur le bout des lèvres, mais c'est trop sucré. Je fatigue, j'essaie de m'allonger sur le côté de mon lit pour reprendre des forces, mais cette position est insupportable. J'aimerais dormir ne serait-ce que 2 minutes pour récupérer, mais c'est impossible. Laura m'offre une boisson et me dit que ça va m'aider à reprendre de l'énergie, même si je ne bois pas tout. Finalement, je bois tout en plusieurs étapes. C'est bon et je sens que ça me fait du bien. Je continue de pousser. J'ai un peu de mal à respirer correctement. Laura et Cédric m'aident en me disant de respirer. Je sens que bébé n'avance pas et je fatigue. C'est alors que mon oreille droite se bouche et je me dis « Je ne veux pas entendre ». Alors je dis à Cédric et Laura qu'il y a quelque chose qui bloque, que je ne sais pas quoi mais qu'il faut partir à la maternité. Laura me dit que c'est plus sage. Cédric est d'accord avec ses décisions. Sur le moment, je ne regrette pas. C'est moi qui prends cette décision. Je sais m'écouter, je sais être sage et je suis résiliente. Cédric part chercher la voiture. Laura m'aide à me rhabiller. Au fur et à mesure de l'enfantement, je me suis déshabillée jusqu'à être nue, sans pudeur, devant Laura. J'avais besoin de libérer mon corps de vêtements qui me gênaient. Je dis à Laura, ce n'est pas grave que je parte à la maternité, je ne regrette rien, et même si j'ai une césarienne. C'est trop beau tout ce que j'ai vécu jusque-là. Elle me répond avec toute sa douceur. Ce n'est pas fini. Instant T par instant T, tout peut basculer d'un côté comme de l'autre à tout moment. Elle a raison. Je n'y suis pas encore à la césarienne. Et je continue de pousser, mon corps continue de pousser. Cédric arrive. J'embrasse Laura et la remercie de tout mon cœur. Nous profitons de descendre nos 2 étages pendant que je n'ai pas envie de pousser. Arrivé en bas, je pousse encore. Je respire et nous montons dans la voiture. Cédric me demande si je m'attache. Ah non, là je ne peux pas. Ne roule pas vite, s'il te plaît. Nous arrivons au feu rouge, il s'arrête. Je pousse, je respire. Je suis désorientée. Il tourne à droite et à quelques mètres, nous arrivons à l'entrée de l'hôpital. Nous rentrons et nous nous dirigeons vers les urgences maternité. Cédric arrête la voiture. Je commence à descendre. Le vigile sonne aux sages-femmes en disant « Il y a une dame en train d'accoucher ». Je fais 3 pas, je pousse. Il ressonne « C'est imminent !» Ça, je m'en rappellerai longtemps, et c'est la petite anecdote drôle de mon enfantement. Je sens mon bébé qui est descendu, qui n'est plus bloqué. Serait-ce les secousses de la voiture? 2 dames arrivent, sûrement 2 sages-femmes. Elles me tendent un masque. Je leur dis que je ne peux pas mettre ça, je ne pourrai pas respirer. Elles m'obligent à le mettre, mais très vite, je le mets sur le menton, car effectivement, j'ai besoin de respirer. Cédric part garer la voiture. Puis la première chose que je leur dis, je suis à dilatation complète. Et je pousse. Une d'elles me répond, on va vérifier ça, asseyez-vous sur le fauteuil roulant, faut qu'on fasse vite. Je n'ai pas envie, mais elle m'assoit. Une partie de moi est toujours dans ma bulle, à vivre les choses de l'intérieur avec mon bébé. Une autre partie est à l'affût des dangers extérieurs. Mais je n'ai pas la force de refuser ce fauteuil roulant, alors nous voilà partis dans la petite salle pour m'examiner. C'est votre premier? Question à laquelle je me contente de répondre juste non, mon 3e. Là, je me mets debout et m'accoude contre la table. Je respire, je pousse. Elle me demande de monter sur la table, ce à quoi je réponds que je ne peux pas. Une d'elles me rétorque bah, si, vous pouvez vu que vous parlez. Non, madame, je ne peux pas. Aidez-moi. Je ne suis pas sûre de l'avoir dit aussi poliment. Hein. Une me retire mes chaussures et mon pantalon. L'autre m'attrape par le bras et je m'échoue sur cette table un peu trop haute pour moi. Une insère ses doigts dans mon vagin après mon consentement et me dit que je suis ouverte à 10, qu'elle n'approfondit pas l'examen. On part en salle de naissance numéro 5. Arrivé dans la salle de naissance, on me demande de m'installer sur une autre table. Ok, mais je le fais toute seule et comme je l'entends. Quand je suis prête, et à 4 pattes. Je m'échoue une 2e fois sur le côté gauche, et je pousse. Mais je ne suis pas bien et je me mets sur l'autre côté. Je continue de pousser. Cédric arrive à un moment, mais je ne sais pas lequel. Les sages-femmes sont en mode coaching avec moi. Mais ça n'avance pas plus que ça. Bébé remonte et ne se fixe pas. Je n'ai pas d'appui pour mes pieds. Rien à m'accrocher, sauf le bras de la sage-femme qui se trouve à ma droite. Et là, l'ambiance change. Le médecin rentre et me dit « Bonsoir, je suis monsieur Bip. Le médecin de garde, j'ai vu que vous n'êtes pas inscrite et que vous avez eu 2 césariennes avant. Du coup, vous n'avez pas eu de rendez-vous avec l'anesthésiste et on n'a pas parlé des risques, mais là, on n'a pas le temps. » Mon cerveau enregistre ces phrases, mais pas malin mon gars de me dire ça quand je suis en train de pousser, alors je fais abstraction pour rester dans ma bulle. Je m'en fiche de ce qu'il peut penser ou dire. Je sais ce que je fais et je vais bien. Mon bébé aussi va bien. Je le sens. Les sages-femmes ne sont plus du tout en mode coaching, mais en mode petite souris à obéir au chat. Je le sens dans l'énergie de la pièce. La sage-femme me demande de me mettre sur le dos avec les jambes dans les étriers. J'accepte car je fatigue sur le côté et je sais que bébé n'avance pas. Je continue de pousser, j'ai du mal à reprendre ma respiration au fur et à mesure. Le médecin s'approche de la sage-femme et lui demande où est le bébé.
Elle répond quelque chose et j'entends le mot médian, qui signifie pour moi qu'il est engagé dans le bassin. Ça confirme mon ressenti qu'il a descendu quand je suis arrivée à la maternité. Là, le médecin me dit « Bon, soit il sort maintenant, soit on part au bloc ». Et la montée d'adrénaline, de puissance, et je pousse de toutes mes forces. C'est maintenant. Hors de question d'être si près du but, de réaliser mon rêve et de renoncer. Je donne tout ce que j'ai. Et Cédric qui me dit en même temps « Vas-y, tu peux le faire. Prouve-leur que tu l'auras pas cette césarienne. Prouve-leur que tu es capable. Je crois en toi. » Quel boost d'énergie à ce moment-là. Déterminée plus que jamais, je suis une lionne en puissance. Le médecin voit que je n'ai pas de cathéter et ordonne qu'on m'en mette un. Il me demande si j'ai fait des allergies à des médicaments. Non. Je continue de pousser. La sage-femme me guide dans la poussée pour que je pousse plus longtemps et que quand je n'ai plus d'air, j'en reprenne de suite et je repousse directement après. C'est dur mais je le fais. Je donne tout ce que j'ai. Je n'ai jamais été aussi ancrée et puissante qu'au moment d'enfanter mon bébé. Elle me dit « On voit les cheveux ». Cédric ne s'occupe pas des médecins. Il prend sa place et va voir. Il me le confirme. Ça m'encourage et en même temps, je n'ai confiance qu'en lui. Lui, je peux le croire. Je suis tellement heureuse et fière de lui qu'il soit en pleine puissance lui aussi. Et on continue. Je continue de pousser. Cédric revient près de moi. Je lui demande de me tenir la tête, que je relève instinctivement quand je pousse. Elle est si lourde. La sage-femme me guide pour pousser et respirer. J'avais besoin de cela à ce moment-là. Elle me dit « Bébé avance ». Cédric va vérifier et me dit qu'il est presque là. Avec ses doigts, elle finit de fléchir sa tête et me le dit. Je sais qu'il ne lui manquait pas beaucoup pour présenter son plus petit périmètre crânien. Je continue de pousser de toute ma puissance, je le fais. Et là, bébé arrive pour le couronnement. Oh là là, je ne m'attendais pas à ça. J'ai l'impression qu'il va y rester longtemps et que je n'arrive pas à ce qu'il avance plus. Cette sensation, je m'en rappellerai. Et ce cri que j'ai poussé aussi. Ça brûle! Heureusement qu'une d'elles m'a versé de l'eau dessus pour apaiser. La sage-femme m'a dit « Tant que bébé sera là, il vous fera mal, alors il faut y aller maintenant. » Ces paroles m'aident à passer le cap. Elle me dit même de continuer de pousser, même s'il n'y a pas de contraction. La tête sort et ça me soulage. Et je pars ailleurs. Je pense que j'ai fermé les yeux. Je sens qu'elle tourne son corps. Je pousse encore pour sortir les épaules. Je suppose. Et elle l'attrape pour me le poser sur moi. Je n'ai pas le souvenir visuel de cela, mais seulement d'intuition. C'est difficile à expliquer. Je rouvre les yeux et serre mon bébé contre moi. Je le vois bleu-gris et je le dis d'amour, de joie et de soulagement. Mon bébé, mon bébé, mon bébé. On me dit qu'il a avalé du liquide amniotique et la dame à gauche le frictionne. Je lui dis qu'il faut le mettre sur le ventre, car elle me l'a posé sur le côté. Mais elle m'empêche de le faire. Et pourtant, mon instinct mammalien me dicte que c'est ce qu'il faut faire. Lors des poussées, j'ai demandé à 2 reprises à ce qu'ils attendent pour clamper le cordon. Mais Cédric me dira plus tard qu'il a été clampé et coupé très rapidement et avant la sortie du placenta. Donc quelques minutes après la sortie de mon bébé, la sage-femme me demande de pousser pour le placenta, ce que j'exécute. J'ai bien vu un moment qu'une autre sage-femme a injecté le syntocinon dans le cathéter de ma main gauche. On ne m'a rien dit. Ça aurait pu passer inaperçu, mais étant informée sur le sujet, je sais ce que c'était. Bon, le médecin a su s'effacer, mais le revoilà. Il vient me voir et me dit « Maintenant, on va vous faire une anesthésie générale car vous n'avez pas de péridurale et il faut vérifier la cicatrice. » Je réponds « Vous voulez faire une révision utérine, c'est ça ?» Il est un peu étonné et me répond que oui, c'est ça. Oui, je suis bien renseigné, monsieur. Je lui fais part que je me sens bien, mais il insiste. Je lui demande combien de temps ça va prendre et il me dit 5 minutes et votre bébé ira en peau à peau avec papa. Donc j'accepte, je suis pas en position de négocier. Je les ai déjà bousculés et avec Cédric, on n'avait pas préparé les différentes éventualités de notre arrivée en maternité. Donc il ne peut pas défendre et demander à ce qu'on signe une décharge. Je ne me sens pas m'endormir, mais je me réveille. La sage-femme me pose des questions. Je ne sais plus ce que je réponds. Je sais que je reste vague sur mon histoire. Elle est en train de me recoudre. Je lui demande si j'ai déchiré. Elle me dit oui. Je demande à combien de degrés. Elle me répond au 1er degré. Je suis frustrée d'être recousue en ayant déchiré qu'au 1er degré. Mais qu'en plus, quand je me réveille, elle est presque finie, donc sans mon consentement. À ce moment-là, on ne connaît toujours pas le sexe de notre bébé. Il lui met une couche pour que Cédric ne le découvre pas sans moi lors du pot à pot. Ils reviennent. Je prends mon bébé contre moi en peau à peau et nous découvrons que c'est un petit garçon. Nous lui avons choisi le doux prénom de Lohan, dont la signification est la lumière. 3e bébé né par voie basse, à 38 semaines d'aménorrhée, plus 4, après 2 césariennes et un cheminement personnel profond. Un immense merci à mon mari, de m'aimer inconditionnellement, et qui s'est autorisé à embarquer avec moi dans ce voyage transformateur, pour moi mais aussi pour lui. Sans lui, je n'aurais pas pu réaliser mon plus grand rêve et me réaliser en tant que maman. Je me sens forte, puissante, souveraine, en forme, pleine de confiance, magique, calme, super-héroïne et surtout, maman
et bonne maman pour mes 3 enfants. En écoutant Femme du monde de Joël Mélioré, j'ai écrit ce texte pour moi-même que j'envoie à l'univers. Je suis une femme du monde. Je suis une femme déesse. Je suis femme céleste. Je suis femme sauvage. Je suis femme sagesse. Je suis une femme du monde. Wimbalala, wimbalala, wimbalalaï. Je me suis autorisée à accéder à mon âme. Je me suis autorisée à m'accueillir. Je me suis autorisée à être libre. Je me suis autorisée à être souveraine. Je me suis autorisée à m'aimer profondément. Je me suis autorisée à offrir la paix à mon cœur, à mon esprit, à mon corps. Je me suis autorisée à être puissante. Je me suis autorisée à m'ouvrir. Je me suis accomplie. J'ai tant de gratitude pour ma force intérieure et mon pouvoir de résilience révélé. Je m'honore. Chaque jour depuis ce 7 janvier 2023. Plus rien n'est impossible. Merci à mes 3 enfants, chacun pour leur histoire de naissance, et à moi d'avoir parcouru tout ce chemin. À mon mari plus que parfait pour avoir été toujours à mes côtés et me porter de son amour inconditionnel, à toutes les personnes qui font partie de mon village. Merci aussi à toutes ces personnes du personnel médical qui ne m'ont pas facilité dans mon parcours. Sans eux, je n'en serais jamais arrivée là. Désormais, tout cela est plus grand que ma propre histoire. Elle s'incarne dans la magie de l'univers pour semer des graines sur un changement de la vision des naissances de notre espèce humaine, pour les femmes, pour les couples, pour les familles, pour les bébés et pour tous les accompagnants à la naissance. Et surtout merci à Loane qui a choisi sa naissance ainsi, sur la musique de Mama Drum de Joël Mélioré. Pour toi, mon fils de lumière, écoute le rythme de la terre, écoute le cœur de ta mère. Tu es l'immanence de nos vies, et plus particulièrement la mienne. J'ai tant de gratitude pour ton âme qui s'est incarnée dans mon utérus et qui nous a rejoints sur terre par le canal sacré que je t'ai ouvert. Je t'aime d'un amour si puissant, ma douceur. Je finis d'écrire ces mots à la veille de tes 1 mois parmi nous sur le chemin d'un allaitement qui ne coule pas de source, mais que toi et moi, nous ne voulons pas abandonner. Nous allons y arriver. Rien ne nous est impossible avec tant d'amour.